L'invité du jour sur Espoir FM. Hervé Letellier, bonjour. Bonjour. Quand on parle de vous, on pense immédiatement au Goncourt. Ah, Prix Goncourt. peut-être. Ben oui, prix Oui, Goncourt 2020, avec l'Anomalie. Oui. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Oui. Qu'est-ce que ça fait, quand Hervé Letellier, quand on apprend qu'on a le prix Goncourt? Quand on l'apprend, on est étonné. Dans les circonstances dans lesquelles je l'ai reçu, c'était d'autant plus étonnant que j'avais attendu 1 mois de plus que tous les autres concours avant, à cause du Covid et du fait que le confinement avait étendu la durée de délibération des jurés. Et le livre a donc été primé fin novembre au lieu d'être début novembre, ce qui veut dire 4 semaines de plus à attendre. Donc c'était un peu plus de tension. Quand je l'ai reçu, j'étais évidemment forcément très honoré, très surpris, comme il convient de l'être. Simultanément, l'adrénaline avait entièrement été brûlée, quoi, parce que j'avais attendu pendant 2 mois, quoi. Donc c'était un petit peu bizarre comme situation. Vous vous y attendiez? J'avais une chance sur 4. Hein. Oui, était 4. Oui, des 4, oui. Voilà, et puis après, c'est toujours très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des jurés, de savoir comment les livres sont accueillis. Donc oui, j'étais forcément surpris, tout le monde l'a été. J'ai compris que mes camarades qui l'attendaient avec moi, de Camille de Toledo, en passant par Jamil Hamida Hamil, tout, ont été déçus de leur côté. Donc évidemment, moi de mon côté, j'étais heureusement surpris. Ah oui, parce que il y a une vie après le Goncourt. 1 million d'exemplaires vendus, c'est inespéré. Oui, c'est très très inespéré. Je crois que c'est un des concours les plus vendus. On ne sait jamais pourquoi, ce qui fait le succès d'un livre. C'est une combinaison d'éléments. Pour ma part, je pense qu'il y a une sorte d'alignement des planètes, c'est-à-dire à la fois le phénomène du confinement, le fait que le livre était transgénérationnel, qu'il avait la bande rouge, qui proposait de s'évader, que c'était presque un livre d'énorme fiction, dans un moment où les gens étaient confinés, restreints dans leurs déplacements, restreints dans les rencontres aussi. Je proposais un roman choral qui se passait sur toute la planète. Il faut se souvenir que c'est un livre qui a été écrit en 2019, donc ça veut dire avant le Covid, et qui entrait en même temps en écho avec la période d'une manière étonnante. Parce que j'ai rajouté au dernier moment, dans l'aller-retour avec Gallimard, la phrase sur le premier confinement. Je l'ai rajouté en février, parce qu'on sentait que le confinement arrivait. Et j'ai rajouté cette phrase qui était une sorte de pari, mais bon, justifiée. J'ai surtout mis premier confinement, ce que je trouve drôle, avec le recul. Parce qu'il y en a eu un deuxième après. Tout à fait. Donc, c'est vrai que l'écrivain que vous étiez prend une autre dimension lorsqu'on a le Goncourt. Vous êtes invité partout. Oui. Non, il se passe 3 phénomènes. Le premier, c'est qu'évidemment, on passe d'un statut d'auteur un peu national, parce que j'étais dans l'immeuble, on peut le dire comme ça. Oui, vous étiez connu déjà, vous étiez reconnu. J'étais reconnu par une partie du milieu, mais j'étais pas très visible. Donc on passe d'un statut national à un statut un peu mondial, avec un succès mondial. Le deuxième phénomène qui se produit, c'est qu'évidemment, les livres antérieurs connaissent une renaissance, voilà, voire ressuscitent lorsqu'ils étaient morts. Et ça, c'est quand même très agréable pour un auteur. Et puis le troisième phénomène, c'est un phénomène d'après-coup, c'est-à-dire on est libéré de toute une série de problèmes matériels qui encombrent la vie des auteurs, hein, qui sont forcés de travailler en permanence avec un second métier, ce qui était mon cas. Hein, Qu'est-ce que vous faisiez, Hervé Letellier ? J'étais journaliste au Monde. Enfin, journaliste. J'étais chroniqueur au Monde, j'étais billetiste au Monde pendant presque 15 ans, où je faisais un billet quotidien pour le journal Le Monde. Et j'avais arrêté quelques ans, 2 ans avant, et je m'étais mis à écrire l'Anomalie justement parce que j'avais plus de temps, et j'ai pas eu envie de me remettre ensuite à une activité journalistique qui pourtant m'intéressait, parce que je suis aussi journaliste de formation. Mais je suis jamais retourné parce que la vie quotidienne m'autorisait une vie plus de création, plus d'écriture, ce qui auparavant m'était interdit par simplement les conditions matérielles, quoi. Oui, c'est vrai que la condition d'auteur qui vit de sa plume, il n'y en a pas beaucoup. Non, très peu. Non, pour une raison toute simple, hein, si on veut gagner le SMIC, pour être clair, même 1,5 fois le SMIC pour arriver à vivre à Paris quand même, il faut vendre quasiment 10 à 15 000 livres par an. Or, c'est déjà aujourd'hui un best-seller de faire 10 à 15 000 livres. Alors, arriver à 1,5 million, ça veut dire qu'on est tranquille pendant un bout de temps. Et puis, c'est vrai aussi que le marché se restreint, qu'il diminue sans cesse, qu'il y a de moins en moins de lecteurs. C'est pas seulement une légende, c'est une réalité.
et que dans un marché qui se restreint, les places sont de plus en plus rares. Donc arriver à la notoriété à mon âge, c'est une opportunité assez rare. Et puis en plus, il y a un autre phénomène, c'est lorsqu'on a le prix Goncourt, les parutions futures déjà donc sont pratiquement garanties d'être vendues. Pas forcément. Il y a des expériences qui prouvent qu'on n'est pas assuré d'une carrière après un Goncourt. Si vous regardez la liste des prix Goncourt depuis 1945, pour être dans le contemporain, il y en a 1 sur 3 dont vous avez oublié le nom. Et je dis pas que c'est juste ou injuste, je dis simplement que c'est la réalité. Oui, c'est vrai que s'il fallait se rappeler de tous les Goncourt... non, mais ça veut dire aussi que certains ont disparu du paysage, oui. Et du paysage. Et donc, ça veut dire puisqu'ils ont disparu du paysage, ça veut dire qu'objectivement, le niveau de leur vente n'a pas considérablement augmenté après. En fait, il y a un phénomène forcément de décroissance. Moi, j'espère jamais faire la même réussite éditoriale. On ne vous le souhaite pas. Non, mais voilà, je pense que jamais il y aura jamais de deuxième anomalie, si j'ose dire. Oui. Et je pense que les livres qui vont suivre vont se vendre, disons, 20 fois moins, 30 fois moins, mais c'est déjà bien. Ah, mais oui, vous vous rendez compte? Oui, c'est bien. Je ne dis pas le contraire, je dis c'est 30 fois moins. Mais vous vous rendez compte, ça fait 50 000. Être content avec 30 fois moins, c'est bien. Alors, parlez-nous un petit peu le nom sur le mur. Alors, le nom sur le mur, c'est un livre que j'ai écrit parce que voici 8 ou 9 ans, j'avais acheté une maison à la suite d'un petit héritage. J'avais acheté une maison dans la Drôme, qui était ce qu'on peut appeler un relais de poste dans un village, qui était un village comme j'avais envie, c'est-à-dire avec un bistrot, une épicerie, une boulangerie, donc un village vivant. Et sur le mur de cette maison, il était écrit un nom qui était André Schex. Et un jour, et pendant justement le confinement, alors que je revenais de la boulangerie, j'ai vu que ce nom André Schex se trouvait sur le monument aux morts. On était en 2020, donc je me suis dit que 1924-1944, ce jeune homme était mort à 20 ans et qu'en 2024, ça serait le centenaire de sa naissance. J'ai donc commencé à réfléchir à l'idée, simplement pour le village, de savoir ce que je pouvais bien faire avec ce garçon qui était mort à 20 ans et dont je trouvais le destin tragique. Mourir à 20 ans, c'est vrai que c'est un drame. C'est forcément un drame, c'est forcément touchant, bouleversant. Et je suis parti à la recherche de sa vie. Au début, je trouvais rien, c'est-à-dire à la mairie, il connaissait à peine le nom. C'est normal, c'était 80 ans. Les boulangers dont il était le fils était parti en 1945 parce qu'il ne pouvait plus vivre dans cette maison. Il s'appelait Schex, qui est un nom très courant. Il y a 5000 Schex en France et ils sont quasiment tous dans la Drôme, dans le Dauphiné et dans la Savoie. Donc, je n'ai pas retrouvé du tout la famille. Et j'ai eu la chance de contacter une société de mémoire de la défense des combattants et résistants de cette période, la NACRE, Association nationale des combattants, qui, lorsque je les ai contactés, n'avaient pas non plus connaissance d'André Schex, mais le nom leur disait vaguement quelque chose, parce que forcément, il y a toujours des traces au niveau historique. Et lorsque je les ai rencontrés pour de vrai, ils avaient retrouvé une petite boîte où il y avait marqué André. Et dans cette petite boîte, il y avait des photographies, il y avait des extraits de tracts des FTP, il y avait une page pliée en 4, il y avait des lettres à ses parents, il y avait toute une série de choses qui faisaient que d'un seul coup, j'avais de quoi largement écrire un livre sur lui. Et j'étais presque... c'est un peu une coquetterie de le dire, mais c'est pas le cas en fait. L'obligé de cette petite boîte dans laquelle il y avait beaucoup de choses. Et c'était bouleversant. Et quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu l'impression d'ouvrir une sorte de sépulture et d'être contraint d'écrire le livre. Et c'était un livre à écrire différemment de ce que j'avais envisagé au départ, parce que je voulais faire un livre qui était presque un récit de ce que c'était le maquis de la Lance, de ce que c'était que la résistance dans la Drôme. Et je me suis trouvé, en fait, face à un jeune homme qui avait 20 ans et qui est mort. Et dans lequel j'avais vraiment... je suis ému, excusez-moi. J'avais à la fois les photographies de sa fiancée, j'avais des lettres à sa fiancée, j'avais tout, quoi. Et ça m'a d'un seul coup questionné sur la raison pour laquelle je voulais absolument travailler sur ce bouquin. Et un ami m'a rappelé qu'effectivement, il y avait des raisons objectives pour lesquelles ça m'intéressait, cette mort à 20 ans. C'est que quand moi-même j'avais 20 ans, j'avais perdu une amie. Et que écrire sur ce livre, écrire sur André Schex, c'est une façon de réparer d'une certaine manière cette mort, même si j'en ai pas fait du tout le thème du livre, et que ça apparaît de manière totalement à l'occasion, au détour de 2-3 phrases, mais ça a expliqué pour moi la manière pour laquelle ça m'intéressait. Et j'ai pas eu envie de passer à côté ni de sa vie, ni de l'époque, ni de ce que supposait l'engagement à l'époque, ni de ce que ça voulait dire que résister au nazisme, ni de ce que c'était que le nazisme. Et donc j'ai fait un livre que je trouve extrêmement digressif, extrêmement
précis en même temps sur la période et sur le lieu qui est la Drôme et Dieulefit, et simultanément un livre dans lequel je me pose des questions, et j'en pose forcément au lecteur, parce que quand on s'en pose, on les pose au lecteur, sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui peut nous conduire à être fasciste, ou à ne pas l'être, qu'est-ce qui peut nous permettre de résister, qu'est-ce qui peut nous permettre de réfléchir sur ce que c'est que l'individu et sa capacité ou non à résister à la foule. Oui. Et ça m'intéressait au plus haut point. Oui, c'est vrai. Et c'est ce livre-là que j'ai eu envie de faire, que j'ai eu envie de partager avec tout le monde, tout en donnant à voir les images d'André Schex, les images de lui et sa fiancée, des choses qui m'ont été données et que j'avais envie de montrer parce que ça donnait naissance à ce garçon qui avait disparu. Pas parce que et que c'était légitime par justement l'existence de ces documents iconographiques, de ces documents photographiques. C'était légitime de les montrer pour que le lecteur ne soit pas frustré. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, on voit comment cette simple information, un nom sur une maison, un nom sur un monument, c'est très étrange, fait résonner et résonne en vous. Non, c'est très étrange. C'est-à-dire que je considère que j'ai eu une chance incroyable. D'abord parce qu'il y avait cette petite boîte, et ensuite parce que j'ai retrouvé la fille de la fiancée de André Schex. La fiancée d'André Schex était morte depuis 30 ans. Elle n'était pas la fille d'André Schex, puisqu'elle était née en 1946 et que lui est mort en 1944. Donc elle est née dans des circonstances qui sont sans doute celles d'une jeune fille qui tombe enceinte, d'une jeune femme qui tombe enceinte d'un homme dont elle n'est pas forcément très amoureuse, mais on tombe enceinte à l'époque, on épouse, voilà, ou on avorte, mais ce n'était pas possible à l'époque, donc elle l'épouse et elle a cet enfant. Et 30 ans après la mort de sa mère, cette femme a encore conservé, sa fille a encore conservé une enveloppe rouge dans laquelle il y a absolument toute l'histoire d'André Schex et de sa mère. Et je trouve ça très troublant et très touchant de savoir qu'une fille peut conserver 30 ans après la mort de sa mère l'histoire d'enfance et d'amour d'enfance de sa mère. Et d'amour, oui. Et d'amour. Et ça aussi, c'est très troublant d'avoir aussi accès à quelque chose qui a été conservé sans savoir ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que les petits-enfants auraient sans doute jeté ces images qui n'avaient pas de sens. Et je suis retombé là-dessus aussi, et j'ai trouvé que c'était une sorte de chance, d'opportunité, et que c'était dommage de ne pas écrire le livre aussi à cause de ses fidélités. Est-ce que c'est le seul livre qui s'est fait de cette manière, ou les autres aussi sont présentés comme une opportunité? Non, je pense que c'est vraiment le seul, parce que d'abord c'est la première fois que je m'intéresse à un fait historique que je décortique et qui est lié à une personne réelle. J'ai traité autrefois, voici une petite dizaine d'années, un fait familial à travers toutes les familles heureuses, qui est le récit de ma propre vie, mais qui n'est pas véritablement relié, disons, à un fait historique réel. Donc, c'est la première fois que ça m'intéresse autant, c'est la première fois qu'il y a une telle injonction, parce qu'on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Ça s'est imposé à vous. Ça s'impose. Oui. Et puis, je pense aussi que c'est ça qui fait, d'une certaine manière, l'énergie avec laquelle j'ai écrit. C'est-à-dire que j'étais poussé par tous les éléments dont je disposais. Il y avait une échéance qui était réelle, qui était le centenaire d'André Schex. Je voulais que ce livre paraisse en avril, parce qu'il est né en mai, et que ça soit disponible, en fait, à ce moment que je trouvais vraiment opportun et qui légitimait la démarche complètement. Parce que les écrivains, quand on est confronté à l'écriture sur un sujet donné, on est toujours dans une situation posturale. Quand je dis posturale, ça veut dire de posture, vraiment. C'est pas du tout quelque chose de négatif, la posture. C'est une nécessité, parce que une fois qu'on sait où on se trouve, on sait d'où on écrit. Et pour moi, la posture, c'était de me dire, je suis à distance, je n'invente rien, je raconte la vie telle qu'elle est, et de temps en temps, lorsque j'ai la possibilité d'imaginer ce qu'aurait pu devenir André Schex, parce que les éléments me le disent, je le fais. Et il y a un truc, par exemple, je donne un des exemples, mais il y en a plusieurs comme ça, il y a une chose qui est amusante, c'est que il est né dans le même village, 400 habitants. Il y a 50 différences de François Soubeyran. François Soubeyran, ça vous dit rien. Mais François Soubeyran, c'est le plus grand des frères Jacques. Il va monter à Paris, et il est membre des FTP aussi, François Soubeyran. Donc ce sont deux jeunes gens, 25 ans, tous les deux membres des FTP, qui vont remonter à Paris, ou qui seraient remontés à Paris si André Schex n'était pas mort, et l'un va devenir un des frères Jacques, et qui se connaissent bien, parce que l'un est fils du boulanger et l'autre est du même village. Donc on peut imaginer que ces deux camarades seraient tous les deux restés à Paris, et qu'André Schex serait devenu le 5e frère Jacques. Ça aurait été marrant. Oui. Et ça, je ne me l'interdis pas, parce que c'est tellement une évidence que c'est possible,
que je me dis, allez, on y va, et on raconte cette histoire-là. Mais je la raconte sans pour autant l'inventer, c'est-à-dire je dis tous les éléments qui permettent de penser que... Et je trouve une photographie d'André Scheck sur un cheval qui prouve qu'il est équilibriste, qui prouve qu'il est artiste, qu'il est presque homme de cirque, et que donc il a cette capacité physique à devenir un des frères Jacques, parce que quand on regarde les frères Jacques, on voit à quel point c'est physique. Ce qui est extraordinaire, Hervé Le Tellier, c'est que vous le rendez vivant, vous lui redonnez une seconde vie. Oui, mais c'est c'est un impératif, c'est-à-dire que si on se prend un sujet pareil et qu'on tue le protagoniste en faisant un livre qui n'est pas vivant, on a raté son coup. Oui, mais vous auriez pu faire un livre carrément, essayer de vous romancer son passé et autres. Pas la peine. C'était pas la peine, j'avais assez pour traiter le sujet tel qu'il était, c'est-à-dire d'être dans le vif de sa vie, d'être dans la réalité de ses sentiments. J'avais des phrases qu'il envoyait à sa fiancée, j'avais des réponses de sa fiancée même. J'ai une photographie sur laquelle sa fiancée a écrit « Regardez André et vous comprendrez ». C'est suffisamment fort pour qu'il y ait besoin de rien d'autre, quoi. Après, on peut digresser, essayer de réfléchir à ce que ça signifie, ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que quand elle écrit ça, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant ? Moi, je prends le pari qu'il est encore vivant. Bien sûr. Elle dit à sa famille « Regardez ce mec, il est beau gosse, non ?» Voilà. Ouais. Et qu'elle dit « Vous comprenez pourquoi je l'aime ?» Le nom sur le mur, Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.